Laisse-toi pas influencer par ton entourage trop. Si tu crois à ta mission, à ta vision et tout ça, puis à ta passion, si tu y crois, là, pousse la machine. Puis, parce que souvent, les gens disent, tu vas faire un photographe, tu n'es pas malade. Tu ne peux pas te trouver un bon métier, là. Tu ne peux pas te trouver. Dans la tête des gens, là, c'était plutôt, tu sais, veut dire, tu vas vivre vieux, pauvre, tu sais. Puis moi, je me suis dit, non, ce n'est pas le cas, là. Je vais m'outiller avec la connaissance et aussi avec des personnes autour de moi pour bâtir quelque chose. Ce serait peut-être, je dirais peut-être, fonce un petit peu plus. Fonce un petit peu plus. Ouais, oser un peu plus et se faire un peu Ouais, plus oser un confiance, petit quoi. peu plus là, pour parce que si tu te casses la gueule, c'est pas grave. Alors aujourd'hui, c'est une interview très spéciale pour moi, très chère à mon cœur parce que c'est mon mentor que je vais vous faire découvrir et avec qui je vais partager voilà, quelques questions-réponses et voilà, on va reparler un peu de son parcours et voilà comment il est arrivé à coacher des photographes. En tout cas, voilà, il est très cher à mon cœur. C'est André Amiotte. Bonjour André. Bah, merci hein, de prendre du temps pour ça. Ça me fait extrêmement plaisir de t'avoir bah là aujourd'hui pour une fois en interview et on va mettre les choses plus sérieusement parce qu'on discute quand même régulièrement et là en fait voilà je voulais absolument partager aussi enfin, c'est ton parcours qui est hyper inspirant donc voilà est-ce que là je vois que tu es dans les montagnes donc tu es en retraite en tout cas tu as ralenti le rythme de l'entrepreneur. Oui, oui, effectivement, j'ai rendu 2020 a sonné le glas pour ma carrière active, on va dire, au niveau du travail quelconque, même du coaching et tout ça, parce que à 73 ans, tu dis, il y a une journée où tu dis, bon, ben, j'ai peut-être d'autres choses à faire aussi. Et puis là, ce que tu vois derrière, c'est chez vous, hein? C'est les Pyrénées, hein. Donc, j'ai eu le plaisir de partager cet endroit avec Bernard Audry deux fois. Et puis, la dernière fois, c'est l'an dernier, même, juste avant la fameuse pandémie. Là, on était là à faire du ski. Alors, c'est un petit clin d'œil que je fais pour la France, Ah non, c'est top. que j'aime beaucoup. Ah, du coup, j'aimerais qu'on fasse quand même un petit flashback parce que tu as quand même une carrière qui est quand même longue dans la photo et dans l'entrepreneuriat. Tu as été photographe avec un studio photo, donc tu as fait, je ne sais pas, 30, 40 ans quasiment en tant que photographe. Regarde, c'était effectivement comme photographe propriétaire d'un studio, 25 ans. Mais j'ai été aussi dans une ancienne vie photographe militaire. Alors, c'était ma première activité là, en sortant de l'école, en sortant du lycée. Euh, je me suis inscrit justement, parce que c'était un de mes rêves à moi de faire partie du service militaire, de l'aviation en particulier. Et puis, c'est ce que j'ai, la journée de mon 17 ans, qui était la date minimum que je pouvais m'inscrire. J'étais au centre de recrutement à Montréal. Et puis, ça m'a ouvert la porte d'une carrière qui, essentiellement pour moi, mes trois objectifs. J'avais ces objectifs-là dans la tête depuis que j'avais l'âge de 13, 14 ans. Je voulais voyager, je voulais apprendre une langue, parce que nous, le français, c'était notre langue maternelle. Donc, puis on était côtoyés par l'anglais. Il faut dire que l'Amérique du Nord, le Québec est entouré de presque 400 millions d'anglophones. Oui, c'est ça. Alors, mon père m'avait déjà dit, si tu veux voyager le monde, il faut t'apprendre des langues. Le français, c'est garde ton français, mais il faut t'apprendre des langues, dans ce que j'ai dit. Alors, le service militaire m'offrait de voyager, m'offrait d'apprendre une langue et puis d'offrir un métier qui, à ce moment-là, je ne savais pas que le métier de photographe existait dans les forces canadiennes. Et puis, ça a été tout un hasard que j'ai appris qu'il y avait le métier, parce que c'est là qu'il y a une espèce de excuse-moi, une petite passion qui, à l'âge de 13, 12, 13 ans, on avait formé un petit club photo avec des amis, 4-5 amis. On s'était amusé à faire de la photo avec, ça c'était la base minimum, là, on s'entend. Hmm. Mais le fait, quand j'ai appris qu'il y avait un métier de photo dans les forces canadiennes, c'est à ce moment-là que je me suis inscrit à ça. J'ai demandé de faire partie de ce métier-là, puis on m'a accordé ça. Et puis j'ai fait
suite à la formation, 9 ans de pratique. Et puis, c'est 2 contrats de 5 ans finalement que j'ai fait. Ouais. Sachant que le service militaire ne serait pas une carrière à vie pour moi. Donc, c'est à ce moment-là, quand j'ai quitté le service, mon contrat était terminé, que j'ai ouvert avec un premier collègue, un premier associé, un studio qui faisait 40 mètres carrés, là, on s'entend. C'était tout petit, là. Puis, mais on a lancé cette entreprise-là avec l'incertitude et puis toute la bonne volonté et toute la passion du monde. Ouais, mais c'est ça qui est important, c'est que tu l'as lancé, mais tu avais la passion de la photo qui était là. Oui. Donc, oui. tu l'as lancé en disant, je vais essayer de vivre de ma passion. Ben, tu vois, je vais être honnête avec toi, Julien. À ce moment-là, j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup faire de la photo. OK? Puis je me suis dit, je vais faire un photographe, je vais lancer une entreprise. Quand j'étais militaire, j'avais dit, jamais je ferai une entreprise. Mais là, c'était différent. Là, j'avais une famille à faire vivre. Là. Okay? Ouais. Donc, je me suis dit, j'ai besoin d'un métier, j'ai besoin d'un boulot qui va me rapporter un salaire. Puis, je me suis dit, je connais la photo. J'ai eu une bonne formation là-dedans et de l'expérience. Pourquoi pas faire ça? Alors, j'ai fait ça. Et ça, c'était dans les années quoi, 70? C'était en 74 quand j'ai quitté Ouais, le années service 70. militaire. Donc, évidemment, l'accès à l'information sur l'entrepreneuriat et comment on crée des sociétés, on va dire qu'il est un peu différent de maintenant, quoi. Tu vois, Je t'avoue que ça a un petit peu c'était. évolué. Il n'y avait rien. Il n'y avait presque rien. Oui, tu pouvais avoir quelques conférences à l'occasion avec la Chambre de commerce, mais quand tu te présentes à la Chambre de commerce, souvent, tu es le photographe, tu es le créatif, mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu sais? On pose la question. Parce qu'un photographe, ce n'est pas une personne qui fait des affaires. C'était dans la tête de la majorité des personnes. Encore maintenant, hein. Oh, je pense que Encore oui. maintenant. Ouais. Encore maintenant, vivre de la photo, moi qui ai des boutiques photo, tout le monde me dit, ah bon, on peut en vivre. Bon, alors la réponse est oui. Ouais. Parce que c'est un vrai projet entrepreneurial. On est entrepreneur, peu importe le domaine, mais parce que c'est un hobby, en fait. Pour les gens, la photo, c'est un hobby. Donc, compliqué d'en faire un métier. Mais du coup, ouais, donc tu as créé ton studio. Du coup, tu as fait évoluer même plus que fortement ton activité photo, parce que tu es monté jusqu'à combien de collaborateurs? On était 23 quand j'ai quitté en décembre 99. Wow. On était 23. On était une boîte qui était tout à fait autonome, genre, on faisait la photo, on faisait le graphisme, on faisait l'impression et tout ça. Mais on sous-traitait certaines choses, mais on avait sur place photographe, graphiste, personnel d'administration, comptable et tout ça. C'était une grosse boîte, là. Je t'avoue là, que c'était rendu. Et puis, je l'avais prévu, je l'avais visionné, cette chose-là. Mon deuxième propriétaire, un jour, on avait ménagé dans 120 mètres carrés. Alors là, c'est grand, là, c'est très grand pour nous. Le propriétaire, il dit, écoute, André, là, tu es bien ici, là, tu es là pour quelques années. J'ai dit, non, seulement 2 ans. Il dit, comment ça, 2 ans? Ben, dans 2 ans, on est en 78, dans 2 ans, je veux aller dans le secteur industriel de la ville pour avoir plus de mètres carrés à un meilleur prix, mais pour avoir, j'envisageais, moi, une voiture arriver dans un studio et qu'on fasse la photo de la voiture et qu'elle puisse sortir par la porte derrière, la porte de garage, tu vois. Bien, finalement, on a eu des voitures, on a eu des camions qui sont venus dans mon studio. Quand j'ai quitté, on avait 1600 mètres carrés d'entreprise de studio. Wow. Avec des plateaux extraordinaires. C'était un studio, là. Ouf, c'était, comme vous dites chez vous, c'était à la ouf, là. Ouais, c'était ouf. Mais du coup, non, c'est important, tu l'as dit, la vision. C'est quelque chose Oui. que tu as imaginé et du coup, c'est ça qui t'a guidé aussi pour arriver voilà, à la taille que tu as eue à la fin, quoi. Il y a une chose qui était importante, je pense que dès le départ, c'est que j'aimais travailler en équipe. Je savais que je ne ferais pas ça tout seul, que j'avais un niveau de connaissance dans certaines choses qui étaient intéressantes et que j'étais, je ne dirais pas ignorant, mais qui me manquait de connaissances dans d'autres choses. Certaines choses dans lesquelles je n'avais aucun intérêt à apprendre, tu vois. Je me suis dit, je n'ai pas obligé de savoir tout ou un petit peu de tout. J'ai besoin de savoir des bonnes choses dans certains domaines et regarder autour de moi quelles sont les personnes qui pourraient me fournir ce qui manque.
Alors, le travail d'équipe pour moi est absolument essentiel. Ouais. Et c'est de là que je voyais grandir mon entreprise au fil du temps avec des personnes de grand talent. Et j'ai été béni des dieux d'avoir ces personnes autour de moi. Ouais, après, c'est comme un aimant, tu les as quand même attirés parce que ta personnalité et le fait d'avoir une vision, ça donne aussi le ton. C'est un peu le leader, quoi, qui donne un peu la voie à suivre pour tout le monde. Donc, c'est sûr d'avoir de la gratitude pour ses collaborateurs, c'est top, ou pour les gens qui travaillent avec toi, en tout cas. Pas forcément des collaborateurs directs, ça peut être aussi des partenaires, des fournisseurs. Enfin, en tout cas, c'est tout un environnement. Mais c'est quand même toi qui a donné la voie, la direction. Je vais prendre le crédit, Julien. Oui, c'était difficile pour moi de prendre le crédit de ça parce que je me suis dit, non, ces gens-là avaient chacun leur talent et puis ils ont contribué à la tâche. Mais je veux dire que oui, je pense que, parce que non seulement c'était dans mon entreprise, c'était aussi dans les implications politiques que j'ai eues à travers mon association, autant locale, provinciale que nationale. Et puis que je suis allé pour la présidence dans différents domaines. Puis, toujours réussi à réunir une équipe extraordinaire qui, eux, ont valorisé l'esprit du travail de l'exécutif dans lequel Oui, je suis d'accord, je vais prendre ce crédit-là, quoique sans éliminer le crédit de chacun de ces individus, ces personnes-là qui m'ont aidé à faire un travail. Je t'avoue, moi, j'ai eu une carrière, je ne veux pas m'en vanter trop, mais exceptionnelle. Et une après-carrière, une deuxième carrière aussi comme coach, exceptionnelle. Ah, Et puis, on va en parler parce que j'allais dire c'est la suite logique parce que pendant toutes ces années là quand tu as eu ton studio, tu l'as fait grandir. Forcément, tu as créé à un moment ton propre système de fonctionnement pour que justement le business grandisse et que tes collaborateurs soient toujours à tes côtés. Et donc, ouais, à un moment, tu es venu à créer ton propre système de fonctionnement pendant ton oui, activité. mais un point qui était très, très important, c'est que j'avais toujours, euh, j'avais toujours préconisé une gestion ouverte, ce qui veut dire que je suis ouvert, chaque personne qui venait à mon travail, à mon emploi, à collaborer, je disais que ses idées sont aussi bonnes que les miennes et puis qu'il ne faut jamais s'empêcher de partager une idée. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Et puis, on écoute ensemble, on partage. C'est une espèce de cerveau collectif qu'on créait pour avoir justement, si tu as un souci quelconque, il faut que tu viennes me voir. Si je peux t'aider dans régler ton souci, il faut que tu viennes me voir pour qu'on va travailler ensemble. Ça a été la façon de bâtir l'entreprise. Puis mon troisième associé, parce que j'ai eu deux partenaires au début qui, euh, qui m'ont ouvert une porte, mais qui l'ont fermée derrière eux. C'est dans le sens que ça n'a pas été une bonne expérience, quoique s'ils n'avaient pas été là, Oui, je la n'aurais suite. pas été la personne que je suis aujourd'hui, tu Ouais, comprends? c'est ça. Donc, mais la troisième personne avec laquelle j'ai partagé l'entreprise pendant 19 ans et demi, ça a été une personne qui m'a aidé énormément dans mon évolution d'affaires, autant dans mon évolution personnelle. Puis, chaque personne, moi, la porte du bureau n'était jamais fermée. Sauf que entre midi 30 et 13 heures, où je prenais un petit roupillon Ouais, pour attaquer l'après-midi à la avoir une tradition petite de la sieste, c'est bien. Non, non, c'est bien. Je suis un la petite défenseur de la sieste, là. sieste aussi. Ouais. Mm. C'est. Mais je t'avoue que pour moi, c'était hyper important d'avoir une collaboration de tout le monde. Et puis, à un tel point, là, que quand ça n'allait pas avec une personne ou l'autre, tu le ressens. Ouais. Puis c'est ce qui s'est produit à 19 ans et demi, ou presque, là, c'est ça. Avec mon associé principal, j'ai ressenti qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Et puis que notre vision, qui était parallèle vers un but direct, commençait à s'ouvrir comme ça. Ouais, et du coup, elle n'est pas dans le même sens, quoi. Bon, ben, Ouais. c'est ça. Là, je lui ai proposé de partager ensemble notre situation, même de consulter auprès de psychologues et tout. Et puis, ça n'a pas été accepté d'une façon aussi positive que je pensais. Donc, j'ai décidé à ce moment-là de me retirer de la chose, que ça s'était décidé
comme ça. Ouais. Ça n'a pas été une réflexion de semaines et de mois, là. Le ressentiment là, que ça ne marchait plus, là, puis que c'était difficile de voir ramener les rails parallèles, à ce moment-là, je me suis dit, bon, il semble vouloir prendre la relève, je lui laisse. J'ai Ouais, quitté. bon, ça amène un peu à la question que j'avais en tête, l'histoire de l'intuition, parce que c'est ça, en fait, c'est qu'à un moment, tu as senti qu'il y avait un problème. Ouais. Au lieu de te cacher, en fait, de cacher ce problème-là, tu t'as dit, OK, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et du coup, tu as pris tes responsabilités, quoi. Ben, à ce moment-là, c'était la mienne d'apprendre, je pense. Puis, excuse-moi, j'ai, je me suis dit, pourquoi m'accrocher? Si je m'accroche là, ça va tout simplement envenimer le climat moi, je ne voyais pas seulement que la relation entre moi et mon partenaire, je voyais l'effet que ça faisait Ouais, sur tout. l'ensemble, ouais, c'est ça. C'est Écoute, l'impact que ça avait sur l'entreprise au global. Ouais. exactement. Puis là, je me suis dit, non, non, il faut retirer une chose, pas parce que j'avais peur d'affronter le souci. J'avais une certitude qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre que mon retrait pour régler la situation. Puis ça s'est produit quand même. L'entreprise a continué. Après, j'ai quitté pendant 5 ans. Et puis, au bout de 5 ans, ils ont fermé l'entreprise. Et puis, il y a des employés de mon studio qui sont venus me voir et ont dit, André, peux-tu nous aider à faire un business plan pour pouvoir relancer à partir on ne peut pas dire des cendres parce que ça n'a pas brûlé, mais on va relancer l'entreprise avec les acquis qu'on a faits, le système qui avait été bâti et tout ça. Et puis, je suis heureux de te dire aujourd'hui que ça fait 47 ans, puis le studio marche encore. Oh. Pas sur le même nom, mais il marche encore sur la même base, tu Ouais, comprends? c'est ça, la base est là, quoi. 47 ans, là, aujourd'hui, il faut le faire. Et c'est pas des entreprises enfin, ouais, non, c'est juste, c'est incroyable. Ouais. Et en même temps, c'est à insuffler la base. Donc, forcément, c'est une culture d'entreprise que tu as, que t'as donnée. Donc, bah, la preuve, quand ça s'est, on va dire, cassé un peu la figure, naturellement, ils sont revenus vers toi. Ben, c'était une étape. Ils ont dû avoir. Mais c'était pas mon associé. Hein, c'était pas mon associé Ouais, principal. c'était tes C'était les employés, employés, c'était des des collègues qui étaient salariés, là, ouais. des employés. Et Hmm. puis, parce que lui, il est allé faire continuer sa carrière dans un autre studio. Puis là, il a pris sa retraite il y a quelques années, à ce que je sache. Hmm. Mais je t'avoue que on peut-tu dire l'apprendre à la dure, mais oui et non, parce que j'ai regardé autour de moi encore, même au milieu des années 70, qui pourrait m'apporter l'information que j'ai besoin. Et puis, je suis inscrit à l'association. Là, j'ai commencé à bâtir un réseau. C'est ça, ça a été là. Ah, ça, Ça a été- c'est une des clés qui fait que quand tu es entrepreneur, tu arrives à te sortir de certains problèmes. C'est le réseau qu'on se crée et pas que le réseau de fournisseurs et de partenaires pro. C'est aussi d'autres entrepreneurs qui ont les mêmes problématiques. Et ça, c'est aussi important que de développer sa base client, quoi. C'est J'ai toujours gardé en tête, moi, puis insisté à travers mes employés, tout ça, toutes les personnes qui avaient affaire avec des fournisseurs. On traite nos fournisseurs de la même manière qu'on traite nos clients, donc on les traite bien parce on veut qu'ils demeurent là et puis qu'ils nous servent bien, tu vois. Et puis une des choses qui était vraiment importante, c'est de garder nos fournisseurs heureux en payant la facture à temps. Tu comprends? Et parce que quand j'ai... le jour où tu as un souci, où tu as peut-être une Ah, urgence, il ouais, va se rappeler que tu es un bon payeur et que tu as des bonnes relations et il va t'aider, mais sans se poser de questions. voilà, Ça, voilà. alors ça, moi, je l'ai vérifié il y a encore peu de temps. C'est Mm. un coup de fil, ça s'est solutionné en 30 minutes. Ils n'ont pas Voilà. dit oui, bah, je vais réfléchir. En fait, non, il suffit d'avoir, comme tu le dis, des bonnes relations et de traiter voilà, les gens qui travaillent avec nous, qui sont autour de l'entreprise, comme des clients. C'est exactement ça. C'est aussi important quoi, pour le fonctionnement. Tu fais bien de le souligner. Quoi. Oui, il y a une anecdote, j'en ai des tonnes d'anecdotes, là. Une anecdote
lorsque mon premier associé a quitté, il est allé travailler pour un laboratoire, un fournisseur, qui était notre fournisseur de services. Et puis là, on avait un compte ouvert, on devait, à ce moment-là, le crédit était à 90 jours. Alors, tu pouvais intentionner ton crédit. Alors, attends, puis moi, mon objectif, je disais, on lui devait 5 000 5 000 disons 5 000 euros. Là. Mais on grugeait à chaque mois de réduire ça à 60, puis éventuellement à 30 jours. C'était mon objectif. Et puis, lorsque mon premier associé a quitté, il est allé travailler cette compagnie-là. Puis cette compagnie-là me connaissait à peine, moi. J'avais plus connaissance avec mon premier associé. Là, ils ont eu peur de se faire perdre, de perdre leur somme, leur crédit, pas le crédit, mais la dette. Alors, ils m'ont appelé au bureau, puis j'ai dit, regarde, on va faire un arrangement. Voici 5 chèques de 500 pour les 10 prochains mois. Puis dans 10 mois, j'ai réglé la chose. Gardez-moi mon compte ouvert pour qu'on puisse avoir les services encore. Ils ont choisi la route judiciaire. Ils m'ont emmené en justice. Ils m'ont envoyé des lettres d'avocat et tout ça pour dire que j'étais incapable de payer, même s'ils avaient reçu les chèques en main. Il y avait les chèques en main. Ils avaient passé le premier chèque. Ils avaient reçu les chèques en main. Là, ils ont appelé un avocat, puis ils ont mis un huissier est venu chez moi. Il a commencé à faire une saisie avant jugement, ce qu'on appelle. Là, c'était ma première crise juridique là, que j'avais entre les mains. Je n'ai pas eu d'autre choix qu'à faire appel à un avocat sur mon côté. Et puis finalement, l'avocat, les avocats, c'était un petit peu, je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça, mais ils ont des petits trucs dans leur sac. Et puis ils ont dit, André, va me chercher 3 000 $. J'ai dit, ma dette n'est pas de 3 000, elle est de 5 000. Il dit, va me chercher 3 000 $, on va régler la chose, ça ne prendra pas 2 semaines, 2 ans. Ouais. Fait qu'au bout d'une journée, il me rappelle, il dit, André, fais un chèque de 3 000 $ que tu peux encaisser maintenant. Je dis, qu'est-ce que tu fais avec les 2 000 $? Faites-en pas. J'ai dit à la compagnie que prenez 3 000, sinon il fait faillite, lui, puis vous n'aurez pas rien. Fait qu'ils ont pris les 3 000. Et puis, je t'avoue, ce fournisseur-là, plusieurs années plus tard, ils sont venus me voir et ont dit, bon, André, mais tu es encore à l'affaire? Je dis, oui, oui. Je ne joue pas avec mes nerfs. Je ne joue pas avec moi. Tu n'essayes pas de me passer un petit coup, là, un petit coup de pied aux fesses, là, parce que je peux me défendre aussi. Mais tous les autres fournisseurs, j'ai négocié des choses avec des fournisseurs, des moments difficiles dans la vie. Et puis, sous les mêmes conditions, genre, on s'entend, je vais vous payer, tout ça. Puis ça a toujours été impeccable. Parce qu'on payait exactement. Souvent, on pouvait se négocier des rabais aussi. On pouvait se négocier des réductions, des pourcentages sur la facture totale parce qu'on payait rapidement. Donc, je parle de ma belle carrière, mes belles carrières et tout ça, mais il y a eu des coups durs. Hein, et des coups durs. Je me doute. On allait y venir, parce que là, tu nous racontes des choses qui sont plutôt positives et c'est super parce que c'est inspirant. Tu dis que c'est possible, en fait, en mettant une vraie vision, d'avoir des gens, en fait, d'attirer des gens qui vont participer à cette vision-là. Et puis, surtout, tu arrives à tenir sur la longueur. Mais évidemment, tu n'as pas eu un chemin linéaire. Ça n'existe pas. Je ne connais pas d'entrepreneur qui a eu un parcours linéaire où tout s'est bien passé tout le temps. Je suppose que tu as eu quand même des creux. Mais ce qui est important, c'est au-delà de les avoir, c'est voilà, quelles leçons, toi, tu en as retiré pour justement avancer et pas reproduire les mêmes erreurs, quoi. Je pense que je peux regarder ça de deux façons. Premièrement, c'est la persévérance, on s'entend. Si tu crois en ta mission, à ta vision, parce que je crois qu'avant de se lancer en entrepreneuriat, moi, je pense que tu dois avoir une passion pour quelque chose, hein, on s'entend. Puis une passion, ça peut être n'importe quoi. Hein. Tu regardes un restaurateur, tu regardes une personne qui fait de la coiffure, une personne qui fait de la photographie, une personne qui fait de l'argent. Tu sais, c'est toutes des personnes qui ont une passion avec quelque chose au départ. Ils vont chercher une formation et puis, en principe, ils devraient chercher une formation pour maîtriser l'art, l'activité. Mais moi, faire de l'argent, là, j'ai toujours regardé ça comme étant le résultat de, et non pas l'objectif à. Oui, ce n'est pas un but, quoi. Faire de l'argent, ce n'est pas un but. C'est pas un but. Parce que je me dis… C'est la conséquence de la réalisation de ta vision ou de ta mission, quoi. C'est oui. une conséquence positive.
Mais c'est exactement ça parce que si tu fais quelque chose de bien pour un certain nombre de populations, tes clients, on dirait, tu fais quelque chose de bien, ça va te revenir. Là. Mais il faut que tu aies une bonne base quand même. Il faut que tu aies une bonne base dans le sens que faut que tu te fasses respecter comme étant une personne qui connaît un peu les affaires. Autant tu dois maîtriser ta technique de ta passion, il faut aussi, parce que tu veux devenir un entrepreneur, une personne qui va offrir ses services à un groupe de personnes qui vont payer pour tes services, il faut que tu connaisses la base des affaires. Ça ne veut pas dire que tu dois être un comptable agréé, ça ne veut pas dire que tu dois être un fiscaliste sur un MBA ou quoi que ce soit. Ce n'est pas ça. Il faut que tu connaisses la base. Et puis après ça, quand tu connais la base, ça t'aide à offrir un service impeccable, à faire des tarifs, à avoir une base de tarifs qui est exceptionnelle, qui est bien bâtie, qui est bâtie sur des principes. Et puis après ça, bien là, l'argent vient. Et puis l'argent vient. Et puis, mais tout ça, là, c'est un tout. Là. Il ne peut pas avoir un maillon faible. Le maillon faible, ce que tu fais, tu vas chercher une autre personne qui, elle, est solide dans ce maillon-là. Une personne qui est. Comme mon troisième associé, Alain, lui, il était un peu cartésien, mais les affaires, il était sérieux. Il étudiait ses projets d'une façon assez élaborée. Puis moi, j'étais plus le créatif, puis un peu la tête dans les nuages, des fois. Ça a des avantages, mais ça a aussi ses inconvénients. Mais on a appris à travailler ensemble. Ouais. On a appris à travailler ensemble. Être complémentaire, quoi. Mais il y a des journées, là, je t'avoue, là, que, surtout les premières années, les années 74 à 80, là, avant même que mon associé arrive, donc mon troisième associé arrive, il y a des nuits, là, tu te lèves, là, puis tu regardes à travers la fenêtre du salon, là, puis tu dis, de quelle façon je vais payer mon employé? Puis j'avais un employé. De quelle façon je vais payer mon loyer? De quelle façon je vais arriver à la fin de ce mois-ci, tu sais? Et puis, c'était compliqué. C'était compliqué. J'étais mal conseillé par mon comptable, qui était un cousin à moi. J'avais mal choisi la personne pour m'assister là-dedans. Lui était habitué à travailler avec des grosses corporations, puis moi, c'était micro. Hein? Ouais. Alors, il ne portait pas attention à ma chose. J'ai dû faire appel. On va dire, on fait du shopping pour un comptable. J'ai déjà dit ça. J'ai interviewé des comptables. Imagine-toi, j'ai interviewé des comptables. J'ai pas fait passer des auditions à des comptables. Il faut être un petit peu vrai. Là. Et puis là, la personne que j'ai fini par choisir, cette personne-là, j'ai dit, Monsieur le comptable, je ne vous connais pas. On m'a été référé par une autre personne. Mais là, je vais me faire un test routier. C'est comme une voiture. C'est comme si j'achetais une voiture. Je vais faire un test routier avec vous, savoir si on s'entend bien. Oui, c'est ça, non, mais c'est important. Il m'a regardé comme ça, puis il dit, ça va vraiment pas chez toi. On a développé une amitié, non seulement une collaboration, mais une amitié qui dure encore aujourd'hui. Ça, c'était en 1976. C'est top. Mais donc, quand tu disais, des fois, tu te levais la nuit en regardant par la fenêtre, en se disant, limite, pourquoi je fais ça? Ouais. Tu l'as dit un petit peu, c'est la persévérance. Évidemment, c'est hyper important d'être persévérant. Il faut être patient aussi. Je crois qu'il y a eu de ça. C'est-à-dire que c'est pas arrivé tout seul. Le succès et le succès de l'entreprise et comment elle a grandi, c'est pas arrivé du jour au lendemain. Il a fallu être patient aussi. Je t'avoue que les 6 premières années là, ont été compliquées dans le sens qu'on vivait juste sur la ligne de rentabilité. Puis c'est quand Alain est arrivé, où là, on faisait du mariage, on faisait des photos d'enfants, on faisait de la photo industrielle. Mais ma formation principale, moi, était dans la photo industrielle, commerciale et tout ça. Mais j'ai accepté de faire des mariages pour faire du chiffre d'affaires. Il faut faire tourner l'entreprise. Puis on roulait quand même assez bien. Hein. On faisait, à ce moment-là, une grosse année de mariage, nous, variait entre 50 et 70 mariages par année. Wow. J'avais des collaborateurs aussi. J'avais des personnes, d'autres photographes qui, eux, faisaient ça à temps partiel, qui avaient un boulot régulier durant la semaine. Les week-ends, je les formais, je leur donnais une formation en technique photo. Et puis, j'avais 4 ou 5 photographes qui m'aidaient à ça. Puis à ce moment-là, en 1978, quand Alain est venu se joindre à nous, je l'ai testé aussi. Pendant 2 ans, il a travaillé à temps partiel, les week-ends. Il y avait un boulot de semaine. Et puis,
J'ai donné la responsabilité de la division mariage, puis j'ai dit, tu l'en fais ce que tu veux, amène-la où tu penses. Et puis, il a fait bien pendant 2 ans. Puis en 80, on s'est dit, on arrête tout. Moi, je n'avais plus la motivation. J'ai dû faire 150 mariages dans ma vie. Et là, j'étais à plat là, au niveau créativité et tout. Et puis, j'ai dit, on arrête tout. On a arrêté comme du jour au lendemain. Ouais, mais pour se recentrer, parce que ce n'était pas ce pourquoi tu avais créé ton entreprise à la base. Ben, tu vois, j'avais l'idée généraliste, mais je me suis dit, là, faut faire un boulot qui est plus égal. Au lieu de faire les montagnes russes, printemps, hiver, été et tout ça, là, je voulais avoir un travail qui était plus Plus stable. équilibré tout le long de l'année sur Ouais. les 12 mois. Donc, puis c'est ce qu'on a fait. On avait la même vision. Puis c'est à ce moment-là, en réalité, que ça n'a pas parti, c'est comme une flèche, là. Ça a parti progressivement. Euh, les chiffres d'affaires, chiffres d'affaires ont grandi. Mais on s'était donné un objectif qu'avant 1990, là, l'équipe était autour de 12 personnes. En 1990, on voulait traverser le million, la fameuse barrière du million, là. Bah, Chiffre c'est, d'affaires. enfin, c'est juste énorme hein, pour un studio photo. Enfin, il faut juste faire une parenthèse, mais C'est gros. pour un studio photo, dépasser le million, bon là, c'est en dollars canadiens, c'est Ouais, ça? ouais. Enfin, bon, tu es monté beaucoup plus haut, donc tu as dépassé largement le million, presque le million d'euros, On non? Pas était à loin? 1,8 million. Quand j'ai quitté, on était à 1,8 million. Waouh. Ah, voilà. Et Faut là, faire on une avait. parenthèse pour un studio photo, ça reste une Ouais, très très belle performance. On peut dire ça comme oui. ça. Je vais t'avouer quand même qu'on avait un client qui nous rapportait 750 000. Hey, c'est le client qu'il fallait pas perdre, quoi. Non. Puis je vais t'avouer une autre chose aujourd'hui, Julien. J'ai développé ce client-là en 1980. Il est encore là aujourd'hui, Ah ouais, donc c'est 40 ans plus tard, quoi. 42 ans plus tard. Il est encore là Oh, aujourd'hui. ouais, c'est Ça, il fou. faut le faire. Mais ça, là, Ouais, la fidélité parlant du de client. victoire, là. Non, non, c'est top de garder cette relation-là et que la confiance soit là tout au long des années. Donc, non, non, ça, c'est une vraie performance aussi, du coup. Oui. Le chiffre d'affaires a baissé avec le numérique et tout, on s'entend. Là. Le chiffre d'affaires a baissé, mais il est encore là comme une bonne base sur une entreprise qui fonctionne quand même assez Ah non, c'est top. bien. Alors, du coup, on va quand même parler du switch qu'il y a eu parce que tu es Ouais. passé de entrepreneur à justement conseiller d'autres photographes et à les aider justement à développer leur business. Parce que bah, c'est là que je t'ai rencontré c'était en 2014. Mm. Ça a été une révélation. Hein. Du coup, depuis, on garde les liens. Donc, c'est comme ça. Et voilà, tu es toujours de bons conseils quand j'ai besoin. Donc, pour ça, merci. Mais du coup, voilà, comment tu as switché, comment ce projet-là de devenir coach, donc photo coach, c'est le nom de l'entreprise que tu as créée. Euh, comment ça a switché, comment c'est arrivé ce projet-là? Ça, c'est une espèce de cheminement, là, et puis aussi une cascade d'événements. En 98, on s'était inscrit dans une formation marketing en principe, mais qui travaillait aussi sur l'esprit de l'entrepreneur. Et puis, j'avais rencontré un collègue à travers ça qui, lui, avait une entreprise qui s'appelait Media Coach. Il donnait des formations euh, d'administration des affaires. Okay? Puis, il y avait une Bible de cette entreprise. Puis là, moi, parce que j'ai déjà donné des conférences à partir de 1988, je donnais des conférences qui étaient plutôt techniques, un peu de marketing, mais plutôt techniques à des collègues photographes. En 98, là, j'ai dit, écoute, donc, moi, j'ai une après-carrière, mon après-carrière, que j'y pensais déjà depuis longtemps, je voulais faire de la formation. Puis là, j'ai demandé à Daniel, j'ai dit, Daniel, est-ce que ça te dérange si j'utilise le mot coach, puis je rajoute photo devant, puis ça s'appelle ça photo coach? Ben, tu fais ce que tu veux. Fait que là, j'ai créé l'entreprise, photo coach. J'ai enregistré le site, le nom de domaine. Et puis, c'est resté là. J'avais pas, c'était pas là. En 99, mars, avril 99, je prends une formation avec le même formateur, mais dans une autre optique là, maintenant, plus travail mental. Là. Et puis là, il nous avait demandé, il dit, on a un groupe de 80 personnes dans la salle. Il a dit, bon, pourquoi êtes-vous sur la Terre? Pourquoi vous respirez l'air que je peux respirer? Pourquoi? Quelle est votre vraie mission sur la Terre?
Et puis là, il nous a envoyés dans la forêt, parce qu'on était dans une auberge dans la forêt. Il dit, allez trouver une raison pourquoi vous êtes sur la Terre. Puis, tout le monde s'est éparpillé dans la forêt. Il y a une espèce de vision qui m'est venue. Mais c'est surtout, il faut préciser que c'est au moment où tu as arrêté le studio, où tu as quitté le studio, en fait. Pas encore, presque. Pas encore. Tu vois, là, quand je te parlais d'un cheminement, là, il y a une cascade. Tu es encore en activité, c'est-à-dire ça te travaillait. Ben, on est en plein déménagement dans notre nouveau studio de 1600 mètres carrés. Là. On est en plein déménagement. La construction a lieu. On est en plein déménagement. C'est critique. Là. Ouais. Puis là, ma réflexion fait, ma vision arrive qui me dit, André, il faut que tu fasses de la formation. Puis là, je me suis dit, ben, c'est vrai. J'ai le studio le plus complet possible que je peux. J'ai tous les outils à ma portée. Puis je peux faire de la belle formation, autant technique que marketing. Ouais. Puis là, on retourne en plénière durant la formation. Puis là, le formateur il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à nous dire? Là, j'ai sauté sur le micro. Parce que là, ça vibrait. Là. Tu as dit moi. Ouais. Là, j'ai dit, garde, j'ai le plus beau studio, j'ai la plus belle entreprise, j'ai tout ça. Puis ma vision, c'est que je dois faire de la formation. J'ai tout pour faire une meilleure programmation. Puis là, il y a les babines, on appelle ça les babines chez nous, les lèvres. Ouais. Ils ont parlé, ils ont sorti des mots que je ne pensais jamais dire. J'ai dit, je suis prêt à quitter mon entreprise pour poursuivre cette mission-là. Wow. Ah oui. Puis là, Pierre, qui était le formateur, il dit, André, réalises-tu ce que tu viens de dire? Il dit, tu es prêt à quitter ton entreprise. Bien, Julien, 3 semaines plus tard, le processus était enclenché. Moi, ma tête, ce n'était pas de quitter l'entreprise, là, à ce moment-là. Mais le processus est parti 3 semaines plus tard et ça a abouti à la fin de l'année où j'étais libre de l'entreprise et c'est là que j'ai créé le programme de formation PhotoCoach. Ouais, c'est comme une boule de neige. Au début, c'est tout petit, puis après, tu as lancé le processus, en fait. C'est ça, tu as lancé la balle. Tu as commencé à la faire rouler. Quoi. Je vais poursuivre brièvement l'histoire parce que ça ne peut pas se terminer là. Parce que quand tu dis que tu te bâtis un réseau de connaissances avec des clients, avec des fournisseurs, des amis, quoi que ce soit, la force du réseau, là, elle est puissante. Je suis à la maison, à la campagne, où on demeurait là, sorti de l'entreprise depuis 3 mois à peu près. Je reçois un coup de téléphone à la maison d'un ancien client qui, on a travaillé pendant 5-6 ans ensemble, dans les années 70, un client commercial. Je reçois un appel de lui il avait quitté le Québec, il était travaillé en Floride pendant plusieurs années. Là, il est revenu au Québec. Et puis, il m'appelle chez nous et il dit, André, qu'est-ce que tu fais de bon? Pourquoi tu as quitté ton studio? Parce que lui, il pensait toujours que j'étais au studio. Là. Il est surpris, quand il a appelé au studio, il est surpris de savoir que je n'étais plus là. Là, il m'a appelé à la maison. Là, j'ai expliqué que je voulais préparer un cours de formation. Puis Maurice était un génie en marketing. Il dit, je peux t'aider. Tu vois, là, la force, je pouvais faire quelque chose par moi-même, mais là, je voulais sauter par-dessus des mois et des années de recherche. Alors, j'ai embauché Maurice pour m'aider à bâtir le système PhotoCoach que tu as vécu, mais qui a évolué beaucoup depuis. Oui, qui a évolué, mais c'est bien parce que là, moi, je vois l'opportunité qui s'est présentée devant toi. Justement, le fameux Maurice qui était fort en marketing. Juste en parle parce que vous vous connaissiez et voilà, l'opportunité se présente devant toi et voilà, ça rejoint l'instinct parce que tu te dis, mon intuition est bonne, que c'est peut-être la bonne personne qui va me faire gagner du temps. Donc, du coup, tu as saisi l'opportunité qui s'est présentée devant toi. Quoi. Et puis, j'ai payé cher. Hein? Oui, bah après. Parce que quand il m'est arrivé, là, il dit, André, je suis prêt à travailler avec toi et puis ça vaut tant. Là, ma femme a dit. Ouais, sauf qu'après, tu as la différence de toi, tu connaissais la valeur aussi de son travail. Il y a ça. C'est-à-dire que le prix qu'il t'a donné correspondait à la valeur qu'il te proposait. Oui, exactement. Donc, forcément, ce n'était plus une question de prix, c'était une question de c'est la bonne personne. Voilà. Ouais, non, mais voilà. C'est important. C'est que souvent, l'entourage, ils sont un peu, des fois, déconnectés parce qu'ils voient juste un prix. Ils n'ont pas tous les éléments de pourquoi c'est la bonne personne, en fait.
Mais c'est pour ça aussi, puis là, je fais un parallèle à notre relation avec des clients. Parce que le client qui rentre chez toi pour la première fois, là, il ne sait pas si tu es la bonne personne. C'est toute la relation que tu vas bâtir avec elle qui va te permettre de graduer face à, à sa perception que tu es la personne pour faire le service, pour rendre le service. Et puis ça ne se fait pas avec des tarifs, ça ne se fait pas avec une façon, une vente sous pression. Ça se fait avec une connexion qui se fait avec la personne pour qu'elle dise, bon, regarde, moi, la personne qui est devant moi, là, ce fournisseur-là, j'adhère à ses valeurs, j'adhère à son talent, j'adhère à sa créativité. Et puis, bon, ben, écoute, ça va coûter quelques sous, ça va coûter quelques sous. Parce qu'il n'y a rien pour rien. Hein. On n'a rien pour rien. C'est clair. Ah non, c'est top. Donc, du coup, alors voilà, PhotoCoach, comme tu dis, ça a évolué, évolué dans le temps. Parce que, bon, donc toi, tu es au Québec, ça a commencé là, au Québec, je suppose. Ouais. Après, bon, bah, nous, on est en Europe. Mm. Donc, voilà, comment tu as fait évoluer tout ça? Parce que PhotoCoach, tu as commencé vraiment j'allais dire, à être à plein temps sur PhotoCoach à partir de quand? Tu as commencé en quelle année? Ben, j'ai donné des formations, c'était plutôt, je t'avoue que ça a pris 5-6 ans avant que ça décolle d'une façon dont je voulais. Là. Euh, Peut-être que j'ai pris des mauvaises décisions ou pas fait autant de pas, mais je t'avoue que je générais très peu de revenus à ce moment-là. Alors, c'était un peu serré. Là. Mais je donnais des formations à travers le Canada, à différentes places, mais ça payait les dépenses, puis juste un petit peu. Là. Alors là, tu vois, tu recommences une nouvelle entreprise. Oui, Et donc, oui. je suppose que des fois, tu te levais la nuit en regardant par la fenêtre en te disant, et pourquoi je fais ça? C'est un éternel recommencement. Tu sais, c'est le fameux, chaque projet entrepreneurial, c'est un éternel recommencement. Et on sait qu'on a déjà vécu ça, mais tu t'es accroché parce que tu avais ta mission qui était là, quoi. Puis, tu vois, encore là, ma femme me demandait souvent, est-ce qu'on va quelque part avec ça? Là? Est-ce qu'on va quelque part? Mais elle aussi, elle a été patiente, elle a été persévérante. Oui, Mais là, encore là, c'est la force du réseau. La hmm. force du réseau, Julien, excuse-moi de t'interrompre. Là. Non, non, vas-y, La vas-y. force du réseau, je reçois un appel, je suis en train de travailler sur mon programme, je reçois un appel de Daniel Sabourin. Certaines personnes le connaissent en France aussi parce qu'il a fait des stages en France. Daniel Sabourin, il m'appelle, il dit, André, je pense que tu dois rencontrer une personne. Il est ici dans mon bureau. C'est un Français. Et puis, il est en visite au Québec. Et puis, on est au mois de mars 2009. 30 mars 2009. Et puis, il dit, faut que tu lui parles. Faut que tu lui parles. Ben, je dis, écoute, puis moi, je n'étais pas à la maison. J'étais dans un bureau à 150 km de la maison. Et vendredi soir, il fait maussade, il neige, il pleut, il neige, il pleut. J'ai hâte d'arriver à la maison. Ça fait 3 jours que je suis parti. J'ai hâte d'arriver à la maison. Puis je dis, encore là, l'intuition dit, bon, OK. Oui, mais si justement quelqu'un qui est dans ton réseau et que tu apprécies et tu connais aussi son jugement sur les choses, qui te dit, faut que tu lui parles, Ouais. c'est qu'il y a Donc, quelque chose à faire. c'est ça. J'ai dit, c'est qui ce jeune homme-là? Il dit, il s'appelle Samuel Malaric. Tu connais l'histoire parce que j'en ai parlé. Hmm. Puis, mais Samuel, là, j'ai rencontré Samuel dans son hôtel à 18 h le soir. Puis là, ça a cliqué. Là. Ça a comme. Il y a eu une étincelle qui s'est produite là. Puis là, j'ai dit à Samuel, regarde, avant qu'on prenne quelque chose, quelques engagements quelconques, je veux que tu vives la formation. Donc, j'avais une formation prévue pour le mois d'avril chez moi. Et puis, j'ai dit, je t'invite à venir faire la formation. Trouve-toi un billet d'avion, je t'héberge, mais trouve-toi un billet d'avion et puis viens prendre la formation. C'est moi qui t'invite. Il est venu faire, il dit, non, André, il faut qu'on fasse quelque chose. Puis là, il a organisé un stage avec 6 ou 7 personnes. Les Lecanu étaient là, Guy Arnaud était là, Pierre Moutonnet était là. Et puis, 2 jours de test, et puis sur Paris, dans les bureaux d'Apple. Puis là, ça a été un peu comme ben, c'était un test, on s'entend. J'avais invité les gens du GNPP à assister. Ils ont décliné. Et puis, il y avait Jacques Aymon, qui était un journaliste. Jacques Aymon, qui est venu, il est venu assister pendant une journée.
pour voir ce que c'était. Il était curieux. Et finalement, j'ai fait une présentation au GNPP qui, finalement, ont décidé de ne pas poursuivre rien du tout. Alors, on a poursuivi avec Samuel pendant une couple d'années. Et puis, c'est en 2009 que je reçois un appel de Jean-Luc Renaud, qui était président du GNPP à ce moment-là. Puis il m'a avoué, il dit, André, Monsieur Amiot, vous ne me connaissez pas, mais on a perdu 3 ans à vous boycotter. Alors, je veux que vous soyez au congrès de Montpellier dans 2 mois. Faites une présentation. On verra où ça va aller. Ouais, bah c'est… C'était le début. Ouais, sauf que quand on sait ce que ça a donné et la petite révolution que ça a été dans le monde de la photo, et je ne sais pas combien il y a eu de photographes formés en France. Enfin, je pense que tu as les chiffres, mais je Ouais. crois que le chiffre, il est quand même, ça donne… Ben, voilà. si je continue avec ce que j'ai fait et ce que Marie est en train de faire, là, on approche des… Ça doit être autour de 800 ou 900 personnes, si ce n'est pas 1000. Après, c'est aussi, il faut être prêt à le faire. Parce que c'est quand même un gros programme et une grosse remise en question. On se prend quelques, quelques baffes parce qu'on n'est pas forcément sur le bon chemin. Il faut être prêt à le faire. Et il y a beaucoup de photographes. Et là, en fait, on comprend vraiment que la photographie, c'est une entreprise. À partir du moment où on est prêt à le faire, ça change tout, quoi. Je pense Enfin, que ça chaque… change tout. Je vais mettre une précision parce que y être, ça change. C'est le après, c'est-à-dire qu'il faut l'appliquer. C'est-à-dire que moi, ça fait, donc là, ça va faire 7 ans, quasiment jour pour jour, que je l'ai fait, parce que c'était mars 2014, donc presque 7 ans. Il y a le avant et le après. Et donc, le après, il est aussi bien dans mon parcours photographique, dans mon studio, dans la création des boutiques, dans là, la nouvelle activité que je lance de coaching et d'accompagnement. C'est des bases, en fait, voilà, je ne sais pas comment expliquer, c'est un ensemble d'outils, d'état d'esprit, de plein de choses qui font que on voit l'entrepreneuriat complètement différemment après. En tout cas, ça, c'est moi, ma vision des choses. Après, Tu vois, c'est pour ça que je l'appelais le système photocoach. Parce qu'effectivement, c'est un système que tu procèdes de A à Z. Quand tu apprends la photo, quand tu veux faire des traitements d'image sur Photoshop, tu commences dans Lightroom, ça, tu migres vers Photoshop pour faire la finition et tout ça. C'est un système, ça. Mais tu ne peux pas aller directement dans Photoshop parce qu'il va te manquer les étapes de Lightroom ou quel autre logiciel que tu utilises. Donc, c'est un système. Faire la photographie dans le temps, nous, avec les produits chimiques, on s'entend, l'eau, on mélange des produits. C'est un système, ça aussi. Si tu mélanges des mauvais ingrédients ou les mauvaises quantités, ça ne fonctionne pas, là. Alors là, le système d'affaires qui a été proposé, qui continue d'être proposé à travers Marie-Astrid Agasse, à mon conseil, c'est une façon de procéder dans laquelle on te donne une belle base, une base solide, les sur bons outils. laquelle ta créativité vient prendre l'expansion. Tu l'amènes à un autre niveau, là. Toi, tu l'amènes C'est à un des autre outils, niveau complètement. c'est des outils de gestion d'entreprise Ouais. au service de la créativité. Alors, pour le coup, c'est les photographes, puisque là, c'est dans le domaine de la photo. Mais pour le coup, moi, les outils voilà, que j'ai eus il y a 7 ans, donc je m'en sers encore. Pour là, voilà, nouvelle activité qui n'a rien à voir avec la photo. Mais du coup, les bases, elles sont quand même là. Tu parlais de système. Voilà, c'est un système. Voilà, à chaque fois, il faut reprendre les bases et le cheminement pour faire grandir une entreprise. Après, le domaine, voilà, tu l'as dit, quoi. Je vais te raconter une anecdote. Je pense que c'est la première ou deuxième année. Ça faisait 3 ou 4 formations que je faisais sur la France. Un photographe avec sa femme est venu prendre le stage. Et puis, au bout d'1 mois, il me renvoie un courriel. Puis on dit, André, la formation que j'ai prise avec toi, ça a été un réveil, un coup de pied aux fesses et un réveil important. Je ne veux pas te décevoir, mais on a décidé de quitter la photographie. On vend tout, on s'en va en Nouvelle-Zélande et on ouvre un restaurant et puis je garde le livre, le classeur de photocoach parce que tout est là. Je change le mot photo Et tu mets pour restaurant, c'est ça. restauration. C'est exactement ça. C'est comme tu as créé le système, en fait, il est applicable Ouais. à tous les domaines. À partir du moment où on est prêt à, voilà, à suivre et à recommencer, parce que pour le coup, c'est ça.
Comme toi, quand tu as recréé ton système, tu es reparti avec les doutes du début et tout ça. Il faut être prêt. Mais du coup, le système, moi, je suis pour créer son propre système de fonctionnement. C'est s'inspirer en fait de… Voilà, tu vois, toi, tu t'es inspiré, tu parlais de Media Coach, tu as changé, tu as mis Photo Coach, mais ça t'a donné l'envie justement de créer ça. L'inspiration, en fait, elle vient de partout, mais du coup, c'est au service de la création de ton propre système, en fait. Mais je dois mettre un point important, c'est qu'il faut qu'il y ait une base, hein, Julien. Il faut qu'il y ait une base parce que tu peux dire, moi, je veux créer quoi que ce soit à partir de zéro, là. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont parti de zéro pour arriver à un grand succès. Les gens ça prenait une base à quelque part sur laquelle tu peux te mettre les pieds. Savoir comment faire des tarifs, savoir comment calculer tes dépenses, tes charges, gérer tout ça. Ça, c'est une base, ça. Parce que tu peux dire, je peux être créatif, je vais faire les plus belles images au monde, mais si tu as de la difficulté à gérer la façon que tu vas les vendre à des clients, bien là, à ce moment-là, tu peux bâtir un système qui ne fonctionne pas, là. Tu comprends? Alors, ça te prend des bases. Puis, comme je te dis, c'est des bases, là. La photographie, il y a plusieurs personnes qui sont allées en formation académique pour faire la photographie. Il y a d'autres personnes qui sont des autodidactes. Je ne peux pas dire qu'un est meilleur que l'autre, mais la personne qui va en académie, peut-être sauter quelques étapes en apprenant la technique de base, et l'autre personne qui y va un peu au pif, comme on dit. Ouais. Ça prend moins de temps quand tu as des formations de base pour pouvoir arriver à atteindre un niveau de satisfaction qui est plus grand. Ça, c'est mon point de vue, puis je le respecte. Non, mais c'est top. Du coup, j'ai une dernière question, André, parce que du coup, le temps passe, mais on a dit plein de choses. Ma dernière question, elle est sur le André de maintenant, le sage, qui est à la retraite et qui profite. Qu'est-ce que tu glisserais à l'oreille à André, au moment de te lancer justement dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que tu lui glisserais à l'oreille comme conseil voilà, maintenant que tu as toutes ces années d'expérience et de recul? Laisse-toi pas influencer par ton entourage trop. Si tu crois à ta mission, à ta vision, et tout, puis à ta passion, si tu y crois, là, pousse la machine, puis parce que souvent, les gens disent, tu vas faire un photographe, tu n'es pas malade, tu ne peux pas te trouver un bon métier, là, tu ne peux pas te trouver… Dans la tête des gens, là, c'était plutôt, tu sais, veut dire, tu vas vivre vieux, pauvre, tu sais. Puis moi, je me suis dit, non, ce n'est pas le cas, là. Je vais m'outiller avec la connaissance et aussi avec des personnes autour de moi pour bâtir quelque chose. Ce serait peut-être, je dirais peut-être, fonce un petit peu plus. Fonce un petit peu plus. Ouais, oser un peu plus et se faire un peu plus Oser un confiance, petit quoi. peu plus là, pour parce que si tu te casses la gueule, c'est pas grave. Tu te relèveras Parce que toujours. tu peux toujours te relever. Et puis, parce que j'ai tellement d'épisodes dans ma vie où tu as l'impression que tu es au bout de ta corde, là. Puis non, il y a encore un bout de corde qui est là. Puis tu vas la chercher, puis tu continues dans ta démarche. Pas toujours facile, mais la récompense, je t'avoue, là, Julien, la récompense, là, elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire parce que tu as su maîtriser tes choses. Je partage avec ma douce une vie commune ça va faire 52 ans cet été. C'est beau. Puis, autant que dans une vie professionnelle qu'une vie commune, il y a des défis. On a passé à travers ces défis-là aussi. Et puis, je me dis, ose, et puis garde le cap. Garde le cap. Mais en tête-toi pas. Si tu sens là, que tu perds la motivation, il y a beaucoup d'embûches et tout ça, peut-être que ta mission a changé. Comme la mienne, qui était d'être derrière un appareil photo. Puis je ne me suis pas entêté, hein. Ouais. Je ne me suis pas entêté. Et puis, je suis allé vers une autre direction dans laquelle vraiment j'ai vécu une très grande satisfaction. Mon réseau a explosé, là, tu sais. Mon réseau a explosé, là. Et, mon expérience en France, là,
pendant 10 ans et plus, 10-12 ans, là, a été pour moi là, comme un rêve que je n'avais même pas rêvé. Tu sais, c'était une expérience extraordinaire, les rencontres que j'ai faites là. Donc, toi qui étais. J'ai vite. La première rencontre que j'ai eue avec toi, j'ai dit, oh, il y a quelque chose dans ce bonhomme-là. Je le savais, je le savais. C'est la suite qui le dira. Tu sais, c'est pareil, la mission, elle change tout le temps. Moi, Ouais. voilà, je suis passé de photographe à voilà, gestion de boutique. Là, je lance autre chose. Enfin, c'est des opportunités. C'est comme, voilà, il faut les saisir. Elles sont là, l'intuition est là. Et c'est des choses dans lesquelles je crois. Tu parlais de mission. Je suis toujours à la mission d'aider les gens parce qu'avec la photo, j'ai l'impression qu'on les aide. En fait, c'est à l'époque, on les aide à avoir leurs souvenirs et voilà, c'est ça la base. Et là, du coup, avec les accompagnements, c'est d'aider les gens à se transformer. En fait, voilà, on est toujours dans la même mission de base. En fait, après, elle s'adapte. Mais bon, en tout cas, merci pour tous tes partages, très inspirants. Merci pour ton temps, en tout cas, André. Bon, en tout cas, voilà, c'était une interview hyper inspirante. Voilà, comme je vous dis, André, c'est mon mentor et je suis ravi qu'il ait pris le temps en fait de partager avec nous son parcours, voilà, qui est très grand et très vallonné de grands succès et parfois d'échecs. Il nous en a parlé. Donc, si toi aussi tu veux savoir un peu les nouvelles interviews, les nouveaux partages que je vais faire sur ma chaîne, tu me le dis en commentaire, tu t'abonnes et je te dis à bientôt.